Si Adolf Hitler pouvait voir le monde en 2026, il se retrouverait probablement face à une réalité qui lui semblerait profondément déroutante. La planète qu'il a autrefois tenté de dominer s'est transformée en une société mondiale où les frontières culturelles se mélangent, la technologie relie des millions de personnes en quelques secondes, et beaucoup des idées qu'il défendait ont été rejetées par une grande partie de l'humanité. Des démocraties consolidées aux avancées scientifiques impensables à son époque, le monde actuel est presque l'opposé de l'ordre qu'il a tenté d'imposer. Voici 10 choses du monde moderne qui, sans aucun doute, le laisseraient complètement surpris et même terrifié. Transition. Hitler ne voulait pas Berlin, il voulait la supprimer et édifier sur ses décombres une ville complètement nouvelle qui s'appellerait Germania. Le plan, confié à l'architecte Albert Speer en janvier 1937, que Hitler désigna officiellement comme inspecteur général de la construction du Reich, fut élaboré avec une obsession que Speer lui-même, dans ses mémoires ultérieures, décrivit comme la seule activité véritablement ludique qu'il vit chez Hitler pendant des années de relations quotidiennes. Les conversations sur les plans de reconstruction de Berlin étaient, selon ce que Joseph Goebbels nota dans son journal en septembre 1937, les nuits où Hitler semblait le plus détendu. Le Führer ne parle pas d'argent. Construire, d'une manière ou d'une autre, cela se paiera. C'était un projet où ces deux obsessions se fusionnaient, le pouvoir racial exprimé dans la pierre et l'immortalité à travers l'architecture. L'axe nord-sud de Germania aurait 7 km de longueur et 120 mètres de largeur, plus du double des Champs-Élysées de Paris. À l'extrémité nord s'élèverait le Volkshalle, la grande salle du peuple, avec une coupole de 221 mètres de hauteur, 3 fois la coupole de Saint-Pierre au Vatican, et 290 mètres de diamètre, capable d'abriter 180 000 personnes debout. Les climatologues du propre régime avertirent Speer que la respiration humaine de cette foule générerait suffisamment d'humidité pour produire des nuages de condensation interne et de la pluie à l'intérieur du bâtiment. Le calcul architectural n'était pas un défaut, c'était l'intention psychologique parfaitement articulée. Chaque personne qui entrerait dans ce bâtiment devait se sentir comme un point insignifiant dans l'immensité du pouvoir germanique. Ainsi, Hitler le décrivit à ses collaborateurs. Le citoyen devait sortir convaincu qu'il n'était personne, que personne ne le soutiendrait et qu'aucune résistance individuelle n'était possible contre une réalité colossale de cette ampleur. L'Arc de Triomphe projeté pour l'extrémité sud de l'axe aurait 110 mètres de hauteur et 270 mètres de largeur. L'Arc de Triomphe de Paris mesure 49 mètres de hauteur. Gravés à l'intérieur seraient les noms des 1 800 000 soldats allemands morts pendant la Première Guerre mondiale. 2 ans avant que la seconde ne commence, les terrains étaient déjà en train d'être vidés et certaines structures préexistantes avaient été démolies. Le Reichstag lui-même, le bâtiment qui en 1933 avait été incendié comme prétexte pour l'état d'urgence, était dans les plans de Speer une relique destinée à être réduite à un monument historique mineur aux marges de la nouvelle capitale impériale. Pour comprendre à quel point le contraste avec le Berlin de 2026 est profond, il est nécessaire de comprendre ce que signifia la reconstruction d'après-guerre du point de vue philosophique. La décision de maintenir le Reichstag et de le réhabiliter comme siège du Parlement allemand réunifié fut prise en 1991, après des décennies de débats. Le bâtiment était resté en ruine depuis l'incendie de 1933 et les bombardements de 1945, et pendant la division de l'Allemagne, il se trouvait dans un no man's land, littéralement à côté du mur de Berlin. Le réhabiliter et en faire le siège du Bundestag était un acte politique de récupération symbolique. La coupole de verre conçue par Sir Norman Foster, inaugurée en avril 1999, fut le résultat d'un concours international qui cherchait à exprimer architecturalement les valeurs de la Nouvelle République. Le design permet que la lumière naturelle illumine la salle plénière depuis le haut et que les citoyens puissent marcher en spirale autour d'un cône de miroir situé au centre, observant les sessions parlementaires depuis au-dessus. La transparence n'est pas métaphorique, elle est structurelle. Au numéro 4 de la Niederkirchner Straße, dans le quartier de Kreuzberg, se trouve aujourd'hui la topographie de la terreur, l'un des musées historiques les plus visités d'Allemagne, avec plus d'1 million de visiteurs par an.
Le bâtiment est construit sur les fondations de l'ancien quartier général de la Gestapo, le service de sécurité du Reich, et du SD, le service de renseignement des SS. Les fouilles réalisées pendant la construction ont laissé à l'air libre les sous-sols originaux où furent réalisés interrogatoires et tortures entre 1933 et 1945. Ces sous-sols sont aujourd'hui sous une couverture de verre et sont accessibles au public comme partie de l'exposition permanente. Au centre de ce qui devait être la capitale du millénaire germanique, les seuls sous-sols du régime qui survivent sont ceux qui documentent ces crimes. Le mémorial de l'Holocauste, officiellement dénommé Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, fut inauguré le 10 mai 2005 au cœur de Berlin, à moins de 300 mètres de la porte de Brandebourg. Ces 2711 stèles de béton de différentes hauteurs, de 50 cm à 4 mètres et 80 cm, occupent 19 000 mètres carrés dans ce qui était le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Est, à quelques mètres de l'endroit où en 1945 se trouvait le Führerbunker. Le concepteur, l'architecte américain Peter Eisenman, expliqua que le labyrinthe de stèles prétend produire désorientation et un sentiment d'instabilité chez celui qui le parcourt, la même instabilité que subirent les victimes. En 2026, l'endroit le plus proéminent du centre historique de Berlin est un monument aux personnes assassinées par le régime de Hitler, exactement là où il voulait son arc de triomphe. La carte, l'Allemagne rétrécie. En 1939, lorsque Hitler avait le contrôle absolu du Reich, le territoire sous domination allemande incluait l'Allemagne proprement dite, avec les Sudètes tchèques incorporés en octobre 1938 et le reste de la Bohême et de la Moravie convertis en protectorat en mars 1939. Et l'Autriche, incorporée par l'Anschluss de mars 1938. La superficie contrôlée dépassait les 580 000 km². Mais ce n'était que le point de départ. Le Lebensraum que Hitler avait articulé avec précision dans Mein Kampf et que sa propre analyse idéologique rendait inévitable exigeait la conquête des territoires de l'Est européen, l'Ukraine, le bassin de la Volga, les territoires baltes. Lors de conversations privées d'août 1941, déjà pendant l'invasion soviétique, Hitler décrivit à ses collaborateurs une vision de l'avenir où 250 millions d'Allemands et de colons d'origine germanique peupleraient l'Est jusqu'aux Urals en 70 ou 80 ans. La Volga serait le nouveau Mississippi, comme il l'exprima lui-même. L'Allemagne de 2026 possède 357 114 km². Elle n'est pas seulement plus petite que l'Allemagne de 1937 en termes de superficie. Elle est radicalement différente en termes de composition. Les territoires que Hitler considérait comme le noyau historique irrenonçable du Reich sont aujourd'hui en dehors de toute juridiction allemande, non pas par un traité provisoire, mais par une redéfinition géopolitique qu'aucun acteur politique sérieux à l'intérieur de l'Allemagne ne remet en question. La Prusse orientale, le territoire qui fonctionna pendant des siècles comme le cœur symbolique de l'identité prussienne et militaire allemande, est aujourd'hui divisée en deux parties avec des statuts complètement différents. La moitié sud devint en 1945 un territoire polonais où se trouvent aujourd'hui les villes d'Olsztyn, l'ancienne Allenstein, et d'Elbląg, l'ancienne Elbing. La moitié nord fut incorporée à l'Union soviétique en 1946 et renommée oblast de Kaliningrad, territoire qui depuis 1991 fait partie de la Fédération de Russie comme enclave séparée du territoire russe continental. Königsberg, rebaptisé Kaliningrad par les soviétiques en l'honneur du président du Présidium Mikhaïl Kalinin, avait en 1939 une population d'environ 365 000 habitants, presque tous allemands. La déportation et la fuite massive de la population germanique entre 1944 et 1948 la transformèrent en une ville russe. L'université de Königsberg, fondée en 1544 et liée au philosophe Immanuel Kant pendant des décennies, fut fermée en 1945. Aujourd'hui existe l'université de Kaliningrad qui porte le nom de Kant uniquement depuis 2005. La Silésie, la région industrielle où en 1939 se concentrait une partie cruciale de la production de charbon et d'acier du Reich, fut divisée en 1945 entre la Pologne et la Tchécoslovaquie.
La Haute-Silésie polonaise, avec sa capitale Katowice, produit aujourd'hui 80% du charbon polonais. Breslau, que Hitler connut comme l'une des villes les plus importantes du Reich et qu'en février 1945 il déclara forteresse à défendre jusqu'à la mort, ordre qui coûta la vie à des dizaines de milliers de civils et de soldats lors d'un siège de 78 jours, s'appelle aujourd'hui Wrocław. C'est la deuxième plus grande ville de Pologne par superficie et elle abrite l'une des universités les plus actives du pays centre-européen avec plus de 120 000 étudiants inscrits. Danzig, aujourd'hui Gdańsk, mérite une mention spéciale dans cet inventaire d'ironie historique. Ce fut la ville dont l'incorporation au Reich servit de déclencheur formel au début de la guerre, le 1er septembre 1939. Le cuirassé Schleswig-Holstein, amarré dans le port sous prétexte d'une visite de courtoisie depuis le 25 août, ouvrit le feu à 4h47 du matin contre le dépôt de munitions polonais de Westerplatte. 40 ans plus tard, en août 1980, ce fut au chantier naval Lénine de Gdańsk. Le même chantier où les travailleurs construisirent des navires pour la Kriegsmarine sous l'occupation allemande. Que l'électricien Lech Wałęsa et d'autres militants ouvriers fondèrent le syndicat indépendant Solidarność. Ce mouvement, né dans la ville que Hitler utilisa comme prétexte pour déclencher la plus grande guerre de l'histoire, fut le premier maillon du processus qui, entre 1989 et 1991, démantela le bloc communiste soviétique en Europe de l'Est. La ville qui fut le premier tir de la guerre finit par être la première étincelle qui dissout l'un de ses héritages les plus durables. L'Autriche que Hitler incorpora en 1938 en proclamant l'unité de tous les Allemands signa le traité d'État autrichien le 15 mai 1955 qui rétablit sa pleine souveraineté et imposa la neutralité permanente comme condition constitutionnelle. Cette neutralité, que l'Autriche inscrivit dans sa constitution en octobre 1955, fut le prix du retrait des troupes d'occupation soviétiques et occidentales. L'Autriche devint membre de l'ONU la même année. En 1995, elle entra dans l'Union européenne et Vienne est aujourd'hui le siège d'organismes internationaux comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. La ville impériale où Hitler arriva comme mendiant artistique à 17 ans et d'où il fut expulsé et humilié à 2 reprises par l'Académie des Beaux-Arts, est aujourd'hui l'une des capitales diplomatiques du monde. La différence entre la carte que Hitler avait en tête et la carte qui existe en 2026 n'est pas seulement géographique. C'est la différence entre 2 conceptions incompatibles de la manière dont le pouvoir s'organise dans le monde. Hitler croyait que le territoire se gagne par la force et que l'histoire est écrite par les races fortes qui conquièrent les faibles. La carte de 2026 fut dessinée par des traités, des institutions internationales et la coopération entre les mêmes pays qu'il voulait anéantir ou soumettre. Et cette carte, à la différence de toutes les frontières que Hitler traça, est restée stable pendant 80 ans. Les alliances, les ennemis assis à la même table. Dans Mein Kampf, Hitler identifiait la France avec la précision suivante: la France est et reste l'ennemi le plus terrible de l'Allemagne. Pour cette raison, toute victoire dont l'Allemagne a besoin en Europe est avant tout une victoire sur la France. Ce n'était pas une position tactique ajustable selon les circonstances. C'était une conviction raciale et civilisationnelle. La France représentait le danger de contamination en raison de sa tolérance au mélange racial, en particulier avec la population africaine de ses colonies, et tant qu'elle existait comme puissance, elle bloquait toute aspiration à l'hégémonie germanique en Europe occidentale. Dans ses discours des années 20, enregistrés par l'historien Ian Kershaw, Hitler en vint à utiliser le terme « anéantir », vernichten, lorsqu'il parlait de la France, avec la même force que lorsqu'il parlait du marxisme ou des Juifs. Le 21 juin 1940 à 15h15, Hitler arriva dans la clairière de Compiègne, dans le nord de la France, et monta dans le wagon-restaurant de la Compagnie internationale des wagons-lits, numéro 2419D, où le maréchal Ferdinand Foch avait dicté les conditions de l'armistice allemand le 11 novembre 1918. Hitler avait ordonné que le wagon, conservé comme pièce de musée, soit récupéré de son pavillon et placé exactement au même endroit qu'en 1918.
Il écouta pendant 10 minutes la lecture du préambule de l'armistice, sans prononcer un mot. Puis il partit. Selon son propre récit à Goebbels cette même nuit, il était dominé par le sentiment de vengeance de l'humiliation de novembre 1918. Le lendemain, il ordonna de détruire le wagon et de démolir le monument de la Clairière. Seule la statue du maréchal Foch fut respectée. L'humiliation de la France représentait pour lui une victoire existentielle. Goebbels écrivit dans son journal « L'ignominie est éteinte, c'est une sensation de renaissance ». La visite de Hitler à Paris le 28 juin 1940 dura moins de 3 heures. Il arriva à l'aéroport du Bourget à 5h30 du matin, avant que la majorité des Parisiens ne se réveillent. Accompagné de Speer, de l'architecte Hermann Giesler et du sculpteur Arnaud Breker, il parcourut l'Opéra, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et les Tuileries. Aux Invalides, il s'arrêta devant le tombeau de Napoléon dans un silence prolongé. En revenant à son quartier général, il dit à Speer que voir Paris avait été le rêve de sa vie. Mais il lui confia aussi qu'il avait envisagé de la détruire. Finalement, il déclara « Quand nous aurons terminé Berlin, Paris ne sera plus qu'une ombre. Pourquoi devrais-je la détruire ?» En 2026, la France et l'Allemagne sont la colonne vertébrale de l'Union européenne, une entité supranationale qui gère un marché intérieur de plus de 450 millions de personnes, une monnaie commune, l'euro, et une coordination croissante en politique étrangère et défense. Le traité de l'Élysée fut signé le 22 janvier 1963, exactement 22 ans et 8 mois après qu'Hitler se soit assis dans le wagon de Compiègne. Adenauer et De Gaulle le signèrent comme fondation d'une réconciliation que les deux dirigeants considéraient nécessaire pour empêcher l'Europe de redevenir le théâtre de guerre entre ses propres nations. Le traité établit des consultations bilatérales obligatoires avant toute décision politique importante, des échanges étudiants massifs. L'Office franco-allemand pour la jeunesse a organisé des échanges pour plus de 8 millions de jeunes depuis 1963, et une coopération militaire permanente. La brigade franco-allemande, créée en 1989 et intégrée aujourd'hui dans le Eurocorps basé à Strasbourg, est une unité de 5000 soldats où servent simultanément des militaires français et allemands sous commandement partagé et rotatif. En pratique, les soldats des deux pays qui se sont le plus affrontés lors des guerres européennes, entre 1870 et 1945, partagent aujourd'hui casernes, formations et opérations. L'Eurocorps a déployé des forces au Kosovo, en Afghanistan et dans des missions de l'Union européenne au Sahel. Le cas du Royaume-Uni révèle l'une des contradictions les plus profondes de la psychologie de Hitler. Ian Kershaw documente qu'Hitler admirait les Britanniques avec une intensité quasi obsessionnelle. Il les considérait comme une race germanique ayant démontré, avec son empire colonial, ce qu'une race supérieure pouvait accomplir. Il comparait dans ses conversations privées de 1941 la future domination allemande de l'Europe de l'Est avec la domination britannique de l'Inde. Avec 250 000 d'hommes, les Anglais gouvernent 400 millions d'Indiens, disait-il. Ce que l'Inde fut pour l'Angleterre, le territoire de l'Est le sera pour nous. Cette admiration coexistait avec la rage de celui qui se sentit rejeté par celui qu'il considérait comme un allié naturel. Le pacte naval anglo-allemand de 1935 avait été pour Hitler l'un des moments les plus prometteurs de sa politique étrangère. Il pensait qu'il ouvrait la porte à une alliance qui libérerait l'Allemagne de devoir combattre sur deux fronts. Lorsque Churchill refusa toute négociation à l'été 1940, Kershaw décrit Hitler comme un amant abandonné, quelqu'un dont l'ardeur se transforma progressivement en ressentiment. Aujourd'hui, le ministère britannique de la Défense est basé dans le même Whitehall où Churchill coordonna la résistance contre Hitler. Les troupes de Sa Majesté participent régulièrement à des exercices conjoints avec la Bundeswehr. À la base aérienne de la RAF Breeze Norton, dans l'Oxfordshire, des procédures d'entraînement conjointes ont lieu avec des pilotes de la Luftwaffe, le nom que l'Allemagne conserve pour sa force aérienne depuis 1956, le même nom qu'Hitler utilisa pour l'aviation militaire qui bombarda Londres. Au sommet de l'OTAN de juin 2024 à Washington, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Rishi Sunak
partagèrent la table avec 29 alliés supplémentaires dans ce qui constitue, structurellement, l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire humaine. Elle inclut tous les pays qu'Hitler voulait dominer, neutraliser ou détruire. Les États-Unis méritent une réflexion particulière car Hitler avait sur les Nord-Américains une vision ambivalente et fondamentalement erronée qui conditionna certains de ses pires erreurs stratégiques. Il méprisait la démocratie américaine comme un système corrompu contrôlé par des intérêts juifs. Roosevelt était pour lui le judaïsme personnifié, mais admirait en même temps certains aspects de la société américaine. Les lois de ségrégation raciale du Sud, qu'il considérait comme une application pratique de principes de pureté raciale similaires aux siens, et la conquête de l'Ouest, qu'il interprétait comme un modèle de colonisation raciale équivalente à ce qu'il planifiait pour l'Europe de l'Est. Il déclara la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, 4 jours après Pearl Harbor, sans que Washington ne lui ait d'abord déclaré la guerre, dans une décision que ses propres généraux jugèrent être une erreur stratégique aux conséquences catastrophiques. Aujourd'hui, la base aérienne de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, est le plus grand complexe militaire américain en dehors du territoire continental des États-Unis. Elle abrite le commandement des forces aériennes des États-Unis en Europe et le centre des opérations aériennes combinées de l'OTAN, le nœud depuis lequel sont coordonnées les opérations aériennes alliées en Europe, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Les 35 500 soldats américains stationnés en permanence en Allemagne ne constituent pas une force d'occupation résiduelle. Ils font partie de l'architecture de sécurité que l'Allemagne a choisie délibérément comme garantie de son propre ordre démocratique. L'armée, la Wehrmacht réduite à une pochette. Le réarmement allemand fut la première décision politique concrète que Hitler prit en tant que chancelier. Le 3 février 1933, à peine 4 jours après avoir pris ses fonctions, il convoqua secrètement les chefs militaires de la Reichswehr, l'armée de 100 000 hommes autorisée par le traité de Versailles, et leur exposa ses plans: réarmement à toute vitesse, récupération de la souveraineté militaire et, à l'horizon, la conquête de l'espace vital à l'Est. Le général Werner von Blomberg, ministre de la Défense, soutint l'agenda dès le départ. Selon l'historien Kershaw, cette réunion du 3 février fut cruciale car elle établit la primauté du réarmement sur toute autre considération de politique économique ou étrangère, sans qu'aucun des ministres présents ne proteste. Le budget de la défense allemande passa de 700 à 800 millions de Reichsmarks annuels pendant la République de Weimar à des chiffres que l'économiste Hjalmar Schacht, alors président du Reichsbank, décrivit comme astronomiques grâce à un système d'obligations secrètes, les Mefo-Wechsel, qui cachaient les dépenses réelles au regard extérieur. En mars 1935, Hitler annonça publiquement le rétablissement du service militaire obligatoire et l'objectif d'une armée de paix de 36 divisions. 550 000 hommes, 5 fois et demi la limite de Versailles. Pour 1939, la Wehrmacht comptait déjà plus d'1,5 million d'effectifs en temps de paix. L'opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, représenta le plus grand déploiement militaire de l'histoire humaine à cette date. Hitler lui-même examina le 5 décembre 1940 les objectifs de la campagne avec le général Franz Halder et le commandant en chef de l'armée de terre Walter von Brauchitsch. Lors de cette réunion, il dit exactement ceci, consigné dans le journal de Halder: « Le Russe est inférieur, l'armée manque de leadership. Une fois que l'armée russe sera frappée, le désastre final est inévitable. » Le 22 juin, 150 divisions franchirent la frontière soviétique, réparties en 3 groupes d'armées, nord, centre et sud, sur un front total de plus de 3000 km. Entre blindés, artillerie, aviation et soutien, l'Axe mobilisa ce seul jour plus de 4 millions de soldats, en comptant les forces alliées roumaines, hongroises et finlandaises. Les divisions Panzer en tête de l'avancée comptaient plus de 3350 chars opérationnels. Hitler décrivit dans ses conversations privées d'août 1941, alors que l'invasion semblait progresser selon les plans, l'ordre social qu'il espérait instaurer dans les territoires conquis. Le schéma était féodal dans sa structure, des fermes militaires attribuées aux soldats ayant accompli 12 années de service, qui peupleraient le sud de l'Ukraine et la Crimée. Les habitants slaves seraient déportés quelque part sans plus de considération.
Une armée permanente d'1,5 million à 2 millions d'hommes, stationnés le long d'un mur vivant de colons-soldats dans l'Oural, maintiendrait le contrôle. En cas de révolte, il suffisait de lancer quelques bombes sur leur ville et l'affaire serait réglée. La Russie serait pour l'Allemagne ce que l'Inde avait été pour l'Angleterre. Un marché captif, une source de matières premières et un terrain de démonstration du pouvoir racial. À l'horizon, 250 millions de Germains en 70 ou 80 ans. Cette armée de 4 millions n'existe pas. La Bundeswehr fut créée le 12 novembre 1955, exactement 10 ans après la fin de la guerre, dans le cadre de l'OTAN et sous la doctrine de l'Innerführung, leadership intérieur, un concept délibérément opposé au militarisme prussien. L'Innerführung définit le soldat allemand comme un citoyen en uniforme dont la loyauté va à la Constitution et non à un commandant suprême personnel. Chaque soldat de la Bundeswehr a le droit explicite et l'obligation de désobéir à des ordres violant la loi ou la Constitution. Le système d'objection de conscience fut directement incorporé dans la loi fondamentale de 1949 à son article 4, paragraphe 3. Aucune armée au monde ne dispose d'une architecture de désobéissance légitime aussi explicitement inscrite dans son fondement légal. Les 300 Léopard 2 opérationnels de la Bundeswehr sont l'une des plateformes blindées les plus performantes du monde par unité, avec une protection de dernière génération, des systèmes de visée thermique et une portée de tir supérieure à 4 km. Mais ils sont 300. Lors de la bataille de Koursk du 5 au 23 juillet 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, la Wehrmacht déploya environ 2700 chars sur un front de 250 km. Les Soviétiques disposaient d'un nombre similaire. Le résultat fut un massacre industriel qui coûta à l'Allemagne sa dernière initiative stratégique sur le front oriental. La paradoxe que Hitler rencontrerait en 2026 va au-delà des chiffres. La Bundeswehr n'est pas seulement petite comparée à la Wehrmacht. Elle en est conceptuellement l'opposé. La dénomination même est significative. Wehrmacht signifie « force défensive du peuple » en allemand, mais en pratique, ce fut l'instrument de l'agression la plus dévastatrice de l'histoire moderne. Bundeswehr signifie « force défensive fédérale » et en pratique, elle opère exclusivement dans le cadre de structures multilatérales de sécurité collective. Depuis 1955, l'Allemagne n'a jamais lancé d'opération militaire unilatérale. Chaque déploiement, Bosnie dans les années 90, Kosovo en 1999, Afghanistan depuis 2001, a fait partie d'opérations autorisées par l'OTAN ou les Nations Unies. Le pays qui construisit l'armée la plus meurtrière de l'histoire en 12 ans décida après sa défaite que la sécurité collective était plus précieuse que la suprématie unilatérale et a maintenu cette décision pendant 80 années consécutives. La Pologne clôt ce chapitre de la manière la plus ironique. Le 1er septembre 1939, à 4h47 du matin, le Schleswig-Holstein ouvrit le feu sur Westerplatte. L'État polonais fut écrasé en 17 jours entre la Wehrmacht et l'armée rouge soviétique, dont l'intervention par l'Est fut rendue possible grâce au pacte Molotov-Ribbentrop, signé le 23 août 1939. En 2024, la Pologne a investi 4,12% de son PIB dans la défense, le pourcentage le plus élevé de l'OTAN. L'armée de terre polonaise a en cours des contrats pour plus de chars que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'en ont ensemble en service actif. La doctrine de défense polonaise est offensive dans sa conception. Ne pas attendre d'être attaqué, mais avoir la capacité de répondre avec force décisive dès la première minute. La raison de cette doctrine est inscrite dans la mémoire nationale du 1er septembre 1939. Pologne, le inférieur, qui s'est armé plus que n'importe qui. Les Polonais ne construiront aucun État qui dure. Cela va à l'encontre de leur caractère. C'est une synthèse du mépris systématique qu'Hitler exprima envers les Polonais tout au long de sa vie, consignée dans de nombreuses conversations de table transcrites par Martin Bormann entre 1941 et 1944, publiées sous le nom de Bormann-Vermerk. Les Polonais, comme le reste des Slaves, étaient classés dans la hiérarchie raciale nazie comme Untermenschen, sous-hommes, aptes uniquement au service des colonisateurs germaniques. Dans Mein Kampf, il désigna spécifiquement les plaines de l'Est comme destination du Lebensraum allemand. Mais Hitler ne traita pas toujours la Pologne comme une ennemie déclarée.
Entre 1934 et 1939, il y eut une phase tactique de détente apparente. Le pacte de non-agression germano-polonais signé le 26 janvier 1934 fut présenté au monde comme preuve qu'Hitler était un homme d'État responsable, capable de résoudre les conflits par la voie diplomatique. Pour les Polonais, ce fut une garantie de 5 ans de tranquillité. Pour Hitler, ce fut un instrument pour isoler la France de ses alliés de l'Est et gagner du temps pour se réarmer. Selon l'ambassadeur polonais à Berlin, Józef Lipski, à cette époque, dans les cercles hitlériens, on parlait de la nouvelle amitié germano-polonaise. C'était un déguisement. Le 23 mai 1939, lors d'une réunion privée avec ses chefs militaires, Hitler déclara sans ambiguïté que le problème polonais est indissociable du conflit avec l'Ouest et que l'intention était d'attaquer la Pologne à la première occasion opportune. 4 mois plus tard, il le fit. L'attaque du 1er septembre 1939 fut exécutée avec ce mépris comme toile de fond opérationnelle. À 4h45 du matin, le cuirassé Schleswig-Holstein, amarré dans le port de Danzig depuis le 25 août sous prétexte d'une visite de courtoisie, ouvrit le feu sur le dépôt de munitions polonais de Westerplatte, défendu par 182 soldats polonais. Cette petite garnison résista pendant 7 jours contre des forces largement supérieures. Son commandant, le major Henryk Sucharski, devint l'un des premiers symboles de la résistance polonaise. L'État polonais fut écrasé militairement en 17 jours de combats principaux. L'intervention soviétique par l'Est à partir du 17 septembre, scellant la défaite après le pacte Molotov-Ribbentrop. L'occupation allemande de la Pologne fut la plus brutale de tous les territoires conquis en Europe. Le général plan Ost, élaboré par les SS à partir de 1941, prévoyait dans sa version la plus développée l'élimination ou l'expulsion de 80% de la population polonaise sur une période de 20 à 30 ans, pour être remplacée par des colons allemands. On estime qu'environ 6 millions de citoyens polonais moururent entre 1939 et 1945, dont environ la moitié étaient des Juifs polonais assassinés pendant l'Holocauste et l'autre moitié des Polonais non-juifs exécutés, morts de faim, déportés ou victimes d'opérations de représailles. Cela représentait 17% de la population totale de la Pologne en 1939. Aucune autre nation européenne occupée n'a subi une proportion de pertes similaire. La brutalité fut systématique dès le premier jour. Kershaw documente que les Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination des SS, commencèrent leurs opérations de meurtre de masse en Pologne en septembre 1939, réclamant en dernière analyse environ 60 000 victimes au cours des premières semaines de l'occupation. Les élites polonaises, officiers, prêtres, professeurs, juges, médecins, furent identifiés et éliminés méthodiquement dans le cadre de l'opération AB et de plans similaires conçus pour décapiter toute résistance nationale possible. Le camp de concentration d'Auschwitz fut initialement établi en juin 1940 comme camp de terreur pour prisonniers politiques polonais, avant de devenir le plus grand centre d'extermination de l'Holocauste. En 2026, le contraste est d'une ampleur qui nécessite de s'arrêter sur chaque élément. L'armée de terre polonaise est au milieu du plus grand processus d'expansion des forces conventionnelles entrepris par un membre de l'OTAN dans l'histoire récente. Les contrats signés entre 2022 et 2024 incluent 980 chars K-2 de fabrication sud-coréenne, les 250 premiers livrés directement depuis la Corée du Sud, les autres produits sous licence en Pologne, et 250 chars M1A2 SEPV-3 Abrams américains. Une fois l'inventaire complet, la Pologne disposera de plus de chars que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. Non pas comme un chiffre théorique sur le papier, mais comme plateformes opérationnelles avec équipages entraînés. Le programme d'artillerie est tout aussi extraordinaire. La Pologne a acquis 648 obusiers automoteurs K9 Thunder de fabrication coréenne, en plus des K239 Chunmoo, système de roquettes à longue portée et des lance-roquettes multiples M270 MLRS et M142 IMAR américains. Les 48 chasseurs FA-50 de l'armée de l'air polonaise
plus les 96 F-35 à Lightning II commandés à Lockheed Martin, dont les livraisons ont commencé en 2024, remplacent une flotte qui, il y a à peine 15 ans, était majoritairement soviétique. Le F-35 est le chasseur de 5e génération le plus avancé en service dans le monde, équipé de furtivité, de fusion de capteurs et de capacités de guerre électronique, le plaçant dans une catégorie distincte de tout ce qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale. La base de commandement du corps multinational du nord-est de l'OTAN à Szczecin, l'ancienne Stettin allemande, fonctionne comme le noyau de coordination du flanc oriental de l'Alliance. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Pologne accueille de façon permanente des troupes de combat de 8 pays différents en rotation dans le cadre de l'Enhanced Forward Presence de l'OTAN, y compris la première division de combat américaine déployée de manière permanente sur le sol européen depuis la fin de la guerre froide. La brigade de combat blindée de la première division de cavalerie, établie sur le champ de manœuvre de Drawsko-Pomorski depuis 2022. Hitler avait considéré que la Pologne pouvait être écrasée en quelques semaines. Son héritage idéologique se confronte en 2026 à l'une des armées les plus modernes et les mieux équipées du continent. Esclaves armés par l'Allemagne, l'ironie ultime. Le 22 juin 1941, à 3 heures du matin, le ministre des Affaires étrangères allemand Joachim von Ribbentrop convoqua l'ambassadeur soviétique Vladimir Dekhanovsov au ministère des Affaires étrangères à Berlin et lui remit la déclaration de guerre. À cette même heure, plus de 3 millions de soldats allemands et des puissances de l'Axe franchissèrent la frontière soviétique le long d'un front de plus de 3000 km, de la mer Baltique à la mer Noire. L'opération Barbarossa, rebaptisée ainsi en l'honneur de l'empereur Frédéric Ier, qui selon la légende germanique dormait dans les montagnes du Kyffhäuser en attendant le moment de renaître et de guider l'Allemagne vers la gloire, était la plus grande opération militaire de l'histoire humaine. Le 5 décembre 1940, lorsqu'Hitler la présenta à ses généraux Brauchitsch et Halder, il avait déclaré « Le Russe est inférieur, l'armée manque de leadership. Quand l'armée russe sera frappée une fois, le désastre final est inévitable. » La guerre soviéto-allemande fut le théâtre le plus dévastateur de la Seconde Guerre mondiale et de toute l'histoire militaire connue. Le général Franz Halder, chef d'état-major de l'armée allemande entre 1938 et 1942, nota dans son journal le 11 août 1941, alors que l'avance allemande ne durait que 7 semaines. Le calcul initial de la campagne contre la Russie a été écrasé. 360 divisions soviétiques avaient été identifiées. Avant le début de la campagne, les services de renseignement allemands avaient estimé environ 200. Chaque fois qu'ils détruisaient 10 divisions soviétiques, 10 autres apparaissaient. L'Union soviétique n'était pas un bâtiment vermoulu à frapper de l'extérieur. C'était un organisme capable d'absorber des pertes inimaginables et de continuer à combattre. L'URSS perdit environ 27 millions de personnes entre 1940 et 1945, le chiffre le plus élevé de toutes les nations du conflit. Parmi elles, environ 8,5 millions étaient des militaires morts au combat. Le reste, des civils massacrés, victimes de la faim, des bombardements, des déportations et des exécutions sommaires dans les territoires occupés. Des villes entières furent détruites. Stalingrad fut réduite en ruines lors du siège d'août 1942 à février 1943, où la 6e armée allemande du maréchal de Feld Friedrich Paulus, 330 000 hommes au début de la bataille, fut presque entièrement détruite, avec environ 90 000 prisonniers capturés en février 1943. Ce fut la première grande défaite stratégique de la Wehrmacht, le tournant décisif du front de l'Est. Que ce soit l'Union soviétique, une nation slave, qui ait vaincu l'Allemagne d'Hitler sur le théâtre décisif de la guerre, occupé Berlin le 2 mai 1945 et dominé militairement l'Europe de l'Est dans les décennies suivantes, est l'une des ironies structurelles les plus grandes de l'histoire du XXe siècle. Hitler avait lancé Barbarossa convaincu qu'il conquérirait ce territoire en 8 à 10 semaines et en ferait le grenier et l'espace vital du Reich pour les siècles à venir. Au contraire, les troupes soviétiques restèrent en Allemagne de l'Est pendant 45 ans, jusqu'au 31 août 1994, lorsque le dernier soldat russe quitta le territoire allemand après la réunification. Mais l'ironie qui,
en 2026 serait la plus difficile à digérer pour Hitler n'est pas historique. Elle est présente et opérationnelle. Depuis le 24 février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, une autre nation slave, exactement le territoire qu'Hitler avait destiné à être le cœur du Lebensraum germanique, l'Allemagne est devenue l'un des principaux fournisseurs d'armement de l'armée ukrainienne. La décision du chancelier Olaf Scholz d'autoriser l'envoi d'armes offensives en Ukraine a représenté un tournant historique dans la politique étrangère allemande, qui depuis 1945 avait maintenu comme principe absolu la non-exportation d'armes vers des zones de conflit actifs. Les systèmes transférés sont de premier ordre. Les obusiers automoteurs PZH 2000, Panzerhaubitze 2000 sont considérés par de multiples analystes militaires comme les canons automoteurs les plus précis et à la cadence de tir la plus élevée du monde occidental, capables de tirer à des distances allant jusqu'à 40 km avec des munitions de précision. Les Léopard 1A, 5 livrés en 2023, sont des chars de combat dont la généalogie directe remonte au programme de réarmement de la Bundeswehr des années 60, développé pour défendre l'Europe occidentale contre une hypothétique avancée soviétique. Ce sont désormais les mêmes chars qui tirent contre des positions russes dans le Donbass. Les Léopard 2A6, version plus moderne du blindé allemand, ont été envoyés à partir de janvier 2023, après une décision coordonnée avec plusieurs alliés de l'OTAN. Le total de l'aide militaire allemande à l'Ukraine a dépassé 28 milliards d'euros accumulés jusqu'à la fin de 2024, selon les données du Kiel Institute for the World Economy, qui surveille et publie mensuellement les engagements de soutien à l'Ukraine de tous les pays donateurs. Pour mesurer le paradoxe en termes qu'Hitler aurait compris, dans les conversations de table de l'été 1941, compilées et publiées par Martin Bormann, Hitler décrivait l'avenir de l'Ukraine en termes que Kershaw résume ainsi. Le sud de l'Ukraine, en particulier la Crimée, serait peuplé de colons soldats agriculteurs allemands. Les habitants existants seraient déportés quelque part sans plus de considération. Le territoire où Hitler prévoyait d'installer ses fermes militaires de colonisation germanique est le même où, en 2026, l'armée allemande a formé des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces systèmes d'armement dans des bases situées sur le sol allemand, comme le champ d'entraînement de Grafenwöhr en Bavière. Les héritiers politiques et militaires du même État qu'Hitler a construit entraînent aujourd'hui les habitants du territoire qu'il voulait exterminer ou réduire en esclavage. Le bataillon de reconnaissance SS Leibstandart, l'unité qui, à l'été 1941, avançait en Ukraine en massacrant des civils et en brûlant des villages dans le cadre de la politique de terreur systématique de l'Ost, a comme successeur institutionnel dans la narration allemande non pas une unité de combat, mais le centre d'études des opérations multinationales de la Bundeswehr à Potsdam, qui développe la doctrine de coopération militaire avec des alliés slaves. La transformation n'est pas seulement politique, c'est un renversement complet du but des institutions. Israël, l'État de ceux qu'il a tenté d'exterminer. Le 30 janvier 1939, 6e anniversaire de sa prise du pouvoir, Hitler s'adressa au Reichstag réuni et prononça ce qu'il qualifia lui-même de prophétie. Si la finance juive internationale, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, réussissait à plonger à nouveau les nations dans une guerre mondiale, le résultat ne serait pas la bolchevisation de la terre et donc la victoire du judaïsme, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. Kershaw souligne qu'Hitler cita de nouveau cette prophétie dans au moins 6 discours et documents importants entre 1940 et 1943 et qu'il la daterait systématiquement de manière erronée. Il la plaça toujours au 1er septembre 1939, le jour du début de la guerre. L'erreur était inconsciente, mais révélatrice. Dans son esprit, la guerre et l'extermination des Juifs formaient une unité indissoluble dès le premier instant. L'opérationnalisation de cette prophétie passa par plusieurs phases documentées. À l'été 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique en cours et les Einsatzgruppen déjà en train d'exécuter des massacres massifs dans les territoires soviétiques occupés, le plus important d'entre eux, Babi Yar à Kiev, où les 29 et 30 septembre 1941 furent assassinés 33 771 Juifs en 2 jours, la machine se radicalisa.
La conférence de Wannsee du 20 janvier 1942 fut convoquée par le chef de l'Office central de sécurité du Reich, SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, avec l'autorisation formelle de Hermann Göring, qui agissait comme délégué d'Hitler pour la question juive du 31 juillet 1941. Dans la villa du 56-58 Wannseestrasse, Heydrich exposa aux représentants de 11 ministères et institutions du Reich le plan pour l'évacuation, euphémisme opérationnel pour le meurtre, des 11 millions de Juifs vivant dans toute l'Europe, y compris dans des pays hors du contrôle allemand comme le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suisse et les territoires de l'Afrique du Nord française. Les 6 centres d'extermination construits sur le territoire polonais occupé, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Bełżec, Sobibor, Chełmno et Majdanek, fonctionnèrent comme des installations industrielles de mise à mort. Treblinka, situé dans le nord-est de la Pologne, fut conçu exclusivement pour tuer. Il n'y avait ni baraquement de travail ni processus de sélection. Les trains arrivaient, les passagers étaient conduits aux chambres à gaz et assassinés au monoxyde de carbone produit par des moteurs diesel. Entre juillet 1942 et août 1943, environ 700 000 à 900 000 personnes furent assassinées à Treblinka, principalement des Juifs du district de Varsovie. Une poignée de survivants leva une révolte le 2 août 1943. Le camp fut démantelé quelques semaines plus tard pour dissimuler l'épreuve. Auschwitz-Birkenau, le plus grand complexe, opéra entre 1940 et janvier 1945 avec 4 chambres à gaz capables de tuer simultanément des milliers de personnes, chacune équipée de fours crématoires. Rudolf Höss, commandant du camp entre 1940 et 1943, déclara à Nuremberg qu'environ 2,5 millions de personnes y avaient été assassinées. Des études ultérieures ajustèrent le chiffre à entre 1,1 et 1,5 million, dont environ 90% de Juifs. Il est également intéressant de noter ce que Kershaw indique sur l'attitude d'Hitler envers l'idée d'un État juif avant la guerre. En 1937 à 1938, le service de sécurité des SS, le SD, sous Adolf Eichmann, avait établi un contact secret avec des militants sionistes pour explorer la possibilité d'accélérer l'émigration juive vers la Palestine. La visite d'Eichmann en Palestine fut, selon ses propres mots, un échec total. Le ministère des Affaires étrangères allemand était décidément hostile à la création d'un État juif. Hitler lui-même, bien qu'initialement favorable à la Palestine comme destination d'émigration, avertit ses collaborateurs qu'un État juif fort menacerait l'Allemagne à l'avenir. La profondeur de l'antisémitisme nazi allait jusqu'à s'opposer de manière instrumentale à toute solution pouvant donner un pouvoir organisé au peuple qu'il cherchait à détruire. Le 14 mai 1948, 3 ans et 14 jours après le suicide d'Hitler, David Ben-Gourion lut la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël au musée de Tel Aviv, devant 250 personnes réunies sous le portrait de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique moderne. Ben-Gourion termina la lecture à 16h16. 11 minutes plus tard, le président américain Harry Truman reconnut le nouvel État. 17 heures après la proclamation, 5 armées arabes, Égypte, Transjordanie, Syrie, Irak et Liban, envahirent le territoire israélien. La première guerre arabo-israélienne dura jusqu'en juillet 1949 et se termina par la signature d'armistice, laissant Israël avec plus de territoire que celui attribué par le plan de partage des Nations Unies de novembre 1947. Les survivants de l'Holocauste furent une partie fondamentale de la construction du nouvel État et de son armée. Anna Senes, poétesse et parachutiste capturée et exécutée à Budapest en 1944, est aujourd'hui une figure nationale israélienne. Moshe Dayan, commandant militaire de la première génération de l'État d'Israël et ministre de la Défense en 1967, était né au sein d'une famille d'immigrants originaires de l'Empire russe. Ariel Sharon, dont le père était né à Brest-Litovsk, la même ville biélorusse où en 1918 l'Allemagne avait imposé un traité humiliant à la Russie, fut l'un des commandants les plus décorés des guerres d'Israël et devint Premier ministre. La génération qui construisit l'armée israélienne était littéralement composée de survivants et d'enfants de survivants
de la persécution nazie. Les forces de défense d'Israël, FDB même, comptent en 2026 environ 170 000 effectifs actifs et une réserve mobilisable jusqu'à 465 000 personnes en 72 heures, dans un pays d'environ 9,5 millions d'habitants. La proportion de citoyens en service actif ou en réserve immédiatement mobilisable est l'une des plus élevées au monde. Le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes. Les hommes servent 32 mois, les femmes 24. L'intégration des femmes dans les unités de combat, y compris des brigades d'infanterie comme la brigade Caracal et des unités de forces spéciales mixtes, est un autre renversement exact de l'ordre idéologique qu'Hitler projetait sur le monde. Le dôme de fer, système de défense antimissile de courte portée développé avec le soutien financier des États-Unis et mis en service opérationnel en 2011, intercepte les roquettes et obus d'artillerie avec un taux de réussite que les fabricants Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industries situent officiellement au-dessus de 90% en conditions de combat réel. Le système est déployé en batteries fixes et mobiles sur tout le territoire israélien. Lors des escalades avec Gaza de mai 2021, le dôme de fer intercepta plus de 1400 projectiles en 11 jours. Cette capacité défensive n'existait dans aucune armée mondiale pendant la Seconde Guerre mondiale et n'aurait pas été possible sans les avancées en électronique, informatique et propulsion de fusées développées dans les décennies suivantes, beaucoup d'entre elles par des ingénieurs et scientifiques issus du même monde ashkénaze qu'Hitler avait tenté d'exterminer. Le programme nucléaire israélien, géré selon la doctrine de ambiguïté nucléaire, établie par le Premier ministre Levi Eshkol dans les années 60 et maintenu par tous ses successeurs, n'a pas été officiellement confirmé. Le réacteur nucléaire de Dimona, dans le désert du Negev, fut construit entre 1958 et 1963 avec une assistance technique française. En 1986, le technicien nucléaire israélien Mordechai Vanunu révéla au journal Sunday Times de Londres les détails du programme, incluant des photographies prises à l'intérieur des installations. Des institutions académiques comme le Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, et le Bulletin of the Atomic Scientists estiment qu'Israël possède entre 80 et 90 ogives nucléaires avec capacité de livraison via les missiles balistiques à moyenne portée Jericho 3, les chasseurs bombardiers F-35 Iadir et les sous-marins classe Dolphin équipés de missiles de croisière à lancement sous-marin. Cette dernière capacité, une force de second degré invulnérable basée sur des sous-marins, rend pratiquement indestructible la dissuasion nucléaire israélienne, indépendamment de toute première frappe contre le territoire israélien. Hitler non seulement n'a pas réussi à éliminer le peuple qu'il voulait détruire, ce peuple a construit dans les décennies suivantes l'une des capacités militaires les plus sophistiquées de la planète. La bombe atomique, fabriquée par ceux qui l'a expulsée. À l'automne 1938, dans le laboratoire de l'Institut Kaiser Wilhelm de chimie de Berlin, le radiochimiste Otto Hahn et le physicien Fritz Strassmann bombardèrent des noyaux d'uranium avec des neutrons et obtinrent un résultat qu'ils ne pouvaient expliquer. Au lieu de capturer le neutron et de se transformer en un élément plus lourd, le noyau se scindait en deux fragments de masse approximativement égales, libérant une quantité d'énergie anormalement grande. Hahn communiqua le résultat à sa collègue et ancienne collaboratrice Lise Meitner, physicienne autrichienne d'origine juive qui avait travaillé pendant 30 ans dans le même institut mais qui, en juillet 1938, avait dû fuir l'Allemagne, à 59 ans, sans passeport valide, franchissant clandestinement la frontière néerlandaise avec une petite valise, parce que les lois antisémites du Reich l'avaient laissée sans citoyenneté et sans protection légale. Installée à Stockholm, à l'Institut Nobel de physique, Meitner analysa les données de Hahn avec son neveu, le physicien Otto Frisch, pendant les vacances de Noël 1938, marchant dans la neige dans le village suédois de Kungälv, et formula l'explication théorique correcte du phénomène. On lui donna un nom, fission nucléaire. Les calculs montraient que la division d'un seul noyau d'uranium libérait environ 200 millions de fois plus d'énergie qu'une réaction chimique ordinaire. Meitner ne reçut jamais le prix Nobel que Hahn obtint en 1944 pour la découverte de la fission.
La communauté scientifique considéra pendant des décennies qu'elle avait été délibérément exclue. En 1966, le gouvernement des États-Unis lui attribua le prix Enrico Fermi, conjointement à Hahn et Strassmann. En 1997, l'élément 109 du tableau périodique fut nommé Meitnerium en son honneur. La femme qui fournit la clé théorique de la physique nucléaire moderne et qui le fit en tant que réfugié expulsé par l'Allemagne nazie, possède aujourd'hui un élément éternel dans le tableau périodique. Himmler, qui supervisa sa persécution, n'en a aucun. La chaîne d'expulsion que le régime nazi exécuta depuis 1933 sous les lois de restauration de la fonction publique et par le biais du paragraphe arien qui les mettait en œuvre, produisit la diaspora scientifique la plus dévastatrice de l'histoire. Rien qu'en physique et en mathématiques, entre 1933 et 1940, plus de 200 physiciens de niveau universitaire quittèrent l'Allemagne et l'Autriche, dont la majorité étaient juifs ou mariés à des juifs. L'historien des sciences Philip Ball a estimé que l'Allemagne perdit environ 15% de sa communauté académique totale dans les premières années du régime. Dans certaines disciplines, physique théorique, mathématiques pures, chimie organique, le chiffre fut beaucoup plus élevé car ces domaines avaient une représentation juive disproportionnée, résultat de générations d'efforts académiques accumulés. Albert Einstein, dont le travail sur la relativité restreinte et l'équivalence masse-énergie, l'équation E égale mc au carré, formulée en 1905, serait le fondement conceptuel de toute l'ingénierie nucléaire ultérieure, se trouvait en Californie pour donner des conférences en janvier 1933. Lorsque Hitler fut nommé chancelier le 30 janvier, Einstein déclara qu'il ne retournerait pas en Allemagne. En mars, il renonça à sa citoyenneté allemande et à son poste à l'Académie prussienne des sciences. En octobre, il s'installa définitivement à l'Institut des études avancées de Princeton, dans le New Jersey, où il travailla jusqu'à sa mort en 1955. La propriété de sa maison à Kaput, près de Berlin, fut confisquée par le régime. Ses livres furent brûlés lors des autodafés de mai 1933. Leo Szilard, physicien hongrois ayant étudié à Berlin sous Max Planck et Einstein, déposa en 1934 à Londres le brevet du concept de réaction nucléaire en chaîne, le mécanisme qui rend possible une bombe atomique alors qu'il était exilé en Angleterre. Il s'installa aux États-Unis en 1938. Edward Teller, également hongrois, avait étudié à Munich et travaillé à Göttingen. Il quitta l'Allemagne en 1933 après l'accession au pouvoir d'Hitler et termina à Chicago puis à Los Alamos. Hans Bethe, prix Nobel en 1967 pour sa théorie de la nucléosynthèse stellaire, avait été renvoyé de sa chaire à Tübingen en 1933 pour être demi-juif. Il émigra aux États-Unis en 1935 et dirigea le département de physique théorique du projet Manhattan. Rudolf Peierls, qui avec Otto Frisch, neveu de Lise Meitner, élabora en mars 1940 le Memorandum Frisch-Peierls, le premier document technique démontrant la faisabilité physique de construire une bombe atomique avec une quantité gérable d'uranium enrichi, était né à Berlin et avait quitté l'Allemagne en 1933. La lettre Einstein-Szilard, datée du 2 août 1939 et remise au président Franklin D. Roosevelt par l'économiste Alexander Sachs le 11 octobre 1939, avertissait que les expériences récentes de Fermi et Szilard rendent probable que l'élément uranium puisse être transformé en une source nouvelle et importante d'énergie dans un futur proche, et que cela pourrait conduire à la construction de bombes. Elle incitait le gouvernement américain à agir. Roosevelt créa le comité de l'uranium 2 jours plus tard. Le processus qui mena au projet Manhattan avait commencé. La lettre était signée par un homme qui avait été déchu de sa citoyenneté allemande et dont les biens avaient été confisqués par le même régime qui, à des milliers de kilomètres, tentait de fabriquer sa propre bombe. L'Uran Project allemand, le programme nucléaire du Troisième Reich, fut inauguré en septembre 1939 sous la direction du Reichsforschungsrat et confié à une équipe incluant Werner Heisenberg, qui était resté en Allemagne et dont le rapport avec le régime fait encore l'objet de débats historiques. Lors de la réunion de juin 1942 à Berlin entre Heisenberg, Otto Hahn et le ministre des Armements Albert Speer, le programme fut évalué.
Une bombe était théoriquement possible, mais nécessitait des années de développement qui, dans les conditions de guerre existantes, n'étaient pas réalisables. Kershaw documente que Speer transmit cette évaluation à Hitler. Hitler, déjà conscient en termes généraux de la faisabilité théorique d'une bombe atomique dans un futur lointain, prit le rapport de Speer comme confirmation qu'il ne vivrait jamais pour l'avoir déployée et qu'elle ne pourrait jouer aucun rôle dans la guerre actuelle. Par conséquent, aucune priorité en ressources ne fut accordée. Le programme allemand commit également une erreur de calcul critique. Heisenberg calcula incorrectement la masse critique d'uranium-235 nécessaire pour une réaction en chaîne explosive, la surestimant de plusieurs ordres de grandeur. L'historien des sciences Jeremy Bernstein et d'autres chercheurs ont analysé en profondeur les transcriptions des conversations privées des physiciens allemands capturés à Farm Hall, le manoir anglais où ils furent internés en 1945, enregistrées secrètement par les services de renseignement britanniques. Ces transcriptions montrent que lorsque Heisenberg apprit le bombardement d'Hiroshima le 6 août 1945, sa première réaction fut l'incrédulité. Il ne croyait pas que les Américains aient réussi ce qu'il avait considéré techniquement impossible à court terme. L'exil des meilleurs physiciens nucléaires germanophones avait laissé le programme allemand non seulement sans ressources humaines critiques, mais aussi sans l'accumulation de savoirs tacites qui ne se génèrent que lorsque les meilleurs esprits travaillent ensemble sur le même problème pendant des années. Le 16 juillet 1945, à 5h29 du matin, dans le désert de Jornada del Muerto au Nouveau-Mexique, la première bombe atomique de l'histoire, nom de code Gadget avec un cœur en plutonium, explosa avec une énergie équivalente à environ 21 kilotonnes de TNT. Le nom de code de l'essai était Trinity, choisi par le directeur scientifique du projet J. Robert Oppenheimer, qui en contemplant l'explosion cita le Bhagavad Gita « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». L'éclair fut visible à 350 km de distance. La température au point de détonation dépassa instantanément celle de la surface du Soleil. Une tour en acier de 30 mètres de hauteur fut vaporisée en microsecondes. Oppenheimer était né à New York dans une famille juive d'origine allemande. Son père, Julius Oppenheimer, avait émigré de Hanau, Hesse, en 1888. L'homme qui dirigea la construction de la bombe atomique était petit-fils de juifs allemands. Les physiciens qui calculèrent son design, ceux qui démontrèrent sa faisabilité théorique, ceux qui conçurent les systèmes de détonation, ceux qui analysèrent les produits de fission. Une fraction disproportionnée d'entre eux étaient des Européens d'origine juive que le régime nazi avait expulsés de leurs universités, de leurs laboratoires et de leur pays entre 1933 et 1941. Kershaw est direct dans son évaluation. C'est une bonne chose que la bombe n'ait pas été disponible. Hitler n'aurait pas hésité un instant à la lancer sur Londres et Moscou. L'homme qui mourut en attendant ces armes miracles dans le bunker de Berlin ignora jusqu'au bout que la seule arme miraculeuse réelle de la guerre avait été construite par les enfants et petits-enfants des personnes qu'il tenta d'exterminer, utilisant les principes physiques découverts par la scientifique que son régime avait expulsée à 59 ans dans la neige de la frontière néerlandaise. Les femmes, de la cuisine au Parlement et à la chancellerie. La femme a son propre champ de bataille. À chaque enfant qu'elle met au monde, elle livre sa bataille pour la nation. Cette phrase, prononcée par Hitler au congrès du parti nazi à Nuremberg en 1934 et représentative de dizaines de déclarations similaires, condensait une politique d'État qui n'était ni accidentelle ni périphérique au projet nazi. Elle était structurelle. La vision qu'Hitler avait du rôle de la femme émergeait de sa formation idéologique la plus profonde. Dans Mein Kampf, le mariage n'apparaît pas comme un contrat social entre personnes, mais comme un instrument de préservation raciale. Il écrivait que l'État orienté racialement devra élever le mariage du niveau de la contamination raciale constante et le bénir comme l'institution désignée pour reproduire l'humanité à l'image du Seigneur et non des monstres mi-homme mi-singe. La femme, dans ce schéma, était le véhicule biologique de la pureté raciale. Sa fonction sociale était reproductive et domestique. Tout le reste était déviation. Cette vision trouvait chez Hitler une racine psychologique documentée par son propre biographe attitré. Ian Kershaw rapporte que le jeune Hitler à Vienne fut décrit par son camarade de chambre August Kubizek comme
ouvertement misogyne. Il se réjouissait que les femmes ne puissent pas s'asseoir dans la galerie du théâtre de l'Opéra de Vienne. Dans ses propres mots, Hitler décrivait son idéal féminin comme une créature petite, adorable, naïve, tendre, douce et stupide. Kershaw ajoute que son affirmation selon laquelle une femme préférerait s'incliner devant un homme fort plutôt que dominer un faible pourrait bien avoir été une projection compensatoire de ses propres complexes sexuels. Les décisions politiques qu'il prit sur le rôle de la femme dans le Reich n'étaient pas seulement une idéologie abstraite, elles reflétaient une structure psychologique profonde et cohérente. Les lois de restauration de la fonction publique d'avril 1933 furent le premier instrument légal d'exclusion. Médecins, avocates, juges, professeurs universitaires et fonctionnaires furent licenciés systématiquement en application du paragraphe arien et de dispositions spécifiques restreignant l'accès des femmes aux postes publics. Le nombre de femmes inscrites dans les universités allemandes, qui avaient cru de façon soutenue durant la République de Weimar pour représenter environ 18% des étudiants, fut limité par quota à 10% de l'effectif total en 1933. La loi de habilitation au mariage de la même année offrait des prêts aux couples nouvellement mariés si la femme quittait le marché du travail, à condition que pour chaque enfant né, un quart du prêt soit annulé, transformant explicitement la maternité en une transaction économique avec l'État. La NS-Frauenschaft, la Ligue des femmes nationales-socialistes, dirigée par Gertrude Scholz-Klink de 1934 à 1945, comptait en 1939 environ 6 millions de femmes affiliées. Sa fonction n'était pas d'autonomiser les femmes dans le système nazi. Elle consistait à les endoctriner dans le rôle que le régime leur assignait. Scholz-Klink, qui devint connue comme la première femme du Reich, ne fut jamais invitée aux réunions du cabinet ni consultée dans aucune décision politique importante. Sa fonction était une performance d'inclusion féminine au sein d'un système conçu pour les exclure de tout pouvoir réel. Le Bund Deutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes, branche féminine des jeunesses hitlériennes, préparait les jeunes filles dès l'âge de 10 ans à l'obéissance, à la santé physique orientée vers la maternité et à l'abnégation domestique. Le programme éducatif explicite privilégiait l'éducation physique par rapport aux mathématiques et aux sciences. La contradiction interne du système éclata pendant la guerre. Au printemps 1942, lorsque les pertes sur le front oriental commençaient à créer une pénurie critique de main-d'œuvre industrielle, les ministres Goebbels et Sokol proposèrent la mobilisation forcée des femmes. Hitler la rejeta catégoriquement. Kershaw documente qu'en janvier 1943, face à la catastrophe de Stalingrad et avec 11 millions d'hommes déjà sous les armes, Hitler fut finalement contraint de signer un décret ordonnant aux femmes âgées de 17 à 50 ans de se présenter pour l'effort de guerre. Le résultat fut médiocre. Sur les 8,6 millions de femmes employées à la fin de 1942, seuls 968 000 travaillaient dans l'industrie de l'armement. L'idéologie avait saboté la capacité productive du Reich au moment le plus critique de la guerre. Le programme Lebensborn, initié par Heinrich Himmler sous administration des SS en décembre 1935, illustre jusqu'où allait l'instrumentalisation étatique de la maternité. Les maisons Lebensborn étaient des installations où des femmes célibataires, racialement adéquates, évaluées selon des critères physiques et généalogiques par des médecins des SS, pouvaient donner naissance à des enfants de pères SS sans le stigmate social que l'Allemagne traditionnelle attachait à la maternité hors mariage. L'État prenait en charge les frais médicaux, garantissait l'anonymat de la mère si elle le souhaitait et enregistrait les enfants comme citoyens du Reich avec généalogie documentée. Environ 8000 enfants naquirent dans les installations Lebensborn en Allemagne entre 1935 et 1945. Pendant l'occupation de la Norvège, le programme fut étendu. Des maisons furent établies sur le territoire norvégien où naquirent entre 8 et 12 000 enfants de pères allemands, beaucoup issus de relations entre soldats de la Wehrmacht et femmes norvégiennes. Ces enfants, connus péjorativement sous le nom de Tiskerunger, bâtards allemands, subirent une sévère discrimination dans la Norvège d'après-guerre, un épisode d'injustice documenté que la Norvège reconnut officiellement en 2005.
La politique du Reich envers le travail des femmes avait en outre une dimension raciale qui la distinguait de toute forme de conservatisme ordinaire. Les lois de Nuremberg de septembre 1935, élaborées à toute hâte pendant le congrès du parti par des fonctionnaires travaillant jusqu'à 2 heures du matin le 15 septembre, sans référence explicite à aucun instrument juridique préalable, interdisaient le mariage et les relations sexuelles entre juifs et citoyens allemands, incluant des dispositions spécifiques interdisant aux juifs d'employer dans leur foyer des femmes allemandes de moins de 45 ans. La pureté raciale de la femme allemande était une question de politique intérieure et extérieure simultanément. Son corps était le champ de bataille où se gagnait ou se perdait la bataille raciale. Kershaw observe que ces lois émergèrent d'une tension interne entre les radicaux du parti, qui voulaient une action immédiate, et des conservateurs comme Schacht, qui souhaitaient une régularisation légale de la discrimination existante. Hitler opta pour la seconde voie à ce moment-là. Le résultat fut tout aussi dévastateur. Angela Merkel est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, exactement 9 ans après la fin de la guerre. Elle grandit dans l'Allemagne de l'Est communiste. Son père était pasteur luthérien qui s'était installé à l'Est pour des convictions politiques et étudia la physique à l'université Karl Marx de Leipzig, où elle soutint sa thèse en 1986 sur la chimie quantique. Elle travailla à l'Institut central de chimie physique de l'Académie des sciences de la RDA jusqu'à la chute du mur. Au cours des 16 années où elle a dirigé l'Allemagne en tant que chancelière, Angela Merkel a géré la crise financière de 2008, alors que l'Allemagne maintenait le chômage sous les 6%, tandis que le sud de l'Europe s'effondrait, dirigé la réponse européenne à la crise de l'euro et en septembre 2015 a pris la décision unilatérale de garder les frontières allemandes ouvertes aux réfugiés syriens arrivant par la Hongrie, permettant l'entrée de plus d'1 million de personnes en un an. La phrase qu'elle utilisa pour la défendre, « Wir schaffen das », nous y arriverons, devint l'une des déclarations politiques les plus citées du XXIe siècle en Europe. En termes qui rendent plus visible le contraste avec la vision nazie, Merkel fut chancelière plus longtemps que tout autre dirigeant démocratique occidental au XXIe siècle, géra la plus grande économie d'Europe avec des taux de chômage atteignant des minima historiques de 3% en 2019, et ce, en tant que docteur en physique formé dans une université du bloc communiste, fille d'un clerc protestant, divorcé et remarié. Elle incarnait simultanément tout ce que le projet nazi considérait incompatible avec l'ordre naturel. Une femme au plus haut pouvoir, scientifique, avec une carrière propre définie avant la politique, qui soutint activement la communauté juive allemande et qui, à plusieurs reprises, visita Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem, en tant qu'acte officiel d'État. Le Bundestag, élu en septembre 2021, établit un record avec 34,9% de sièges occupés par des femmes, 257 sur 736 députés. Entre 2020 et 2025, le cabinet fédéral du chancelier Olaf Scholz comptait 8 ministres femmes sur 16 portefeuilles, dont la Défense, Christine Lambrecht jusqu'en janvier 2023, suivie par Boris Pistorius, avec un précédent établi par Annegret Kramp-Karrenbauer entre 2019 et 2021, les affaires étrangères, Annalena Baerbock du Parti vert, et l'intérieur, Nancy Faeser. La présidente du Bundestag depuis 2021 est Bärbel Bas du Parti social-démocrate. La présence féminine au Parlement allemand n'est pas une quota imposée artificiellement. Elle résulte de décennies de lois sur la parité interne dans les partis et de transformations culturelles profondes dans la conception du leadership politique. La Bundeswehr, le même armée dont la création aurait déjà été jugée offensante par Hitler en raison de sa taille et de sa doctrine, compte aujourd'hui environ 23 000 femmes militaires, soit 13% du total des effectifs. Les femmes peuvent accéder à toutes les spécialités de combat depuis 2001, lorsque la Cour de justice des communautés européennes, dans l'affaire Kreil contre République fédérale d'Allemagne, déclara que la restriction allemande excluant les femmes des unités de combat violait la directive européenne sur l'égalité de traitement dans l'emploi. La Bundeswehr n'a pas seulement respecté le jugement, elle l'a appliqué. Il y a des femmes pilotes de chasse, commandantes de sous-marins, officières d'infanterie et artilleuses dans la Bundeswehr.
L'armée du pays que Hitler avait construite pour être l'instrument de la suprématie raciale masculine allemande compte aujourd'hui des instructrices qui forment des soldats ukrainiens à l'usage des obusiers automoteurs. La démocratie allemande, le système qui l'a détruit et qui a survécu. Le 23 mars 1933, à 14 h, le Reichstag se réunit dans le bâtiment de l'Opéra Kroll à Berlin, entouré par des unités des SA et des SS en uniforme de combat. À l'intérieur, les 441 députés présents, les 81 députés communistes avaient été arrêtés ou étaient dans la clandestinité et 26 sociaux-démocrates étaient sous garde policière, votèrent la loi des pleins pouvoirs qui accordait au gouvernement d'Hitler tous les pouvoirs législatifs sans nécessité d'approbation parlementaire. Seul le Parti social-démocrate, avec ses 94 députés restants, vota contre. Son leader, Otto Wels, prononça le discours le plus courageux du XXe siècle allemand. « Ils peuvent nous enlever la liberté et la vie, mais pas l'honneur. » La démocratie de Weimar avait été détruite de l'intérieur en utilisant ses propres procédures, avec le soutien de partis qui croyaient pouvoir contrôler Hitler une fois au pouvoir. Le professeur Kershaw documente en détail comment le système s'est livré lui-même. Les conservateurs du Parti allemand national et du Zentrum votèrent la loi des pleins pouvoirs, croyant qu'il fonctionnerait comme contrepoids au chancelier. En quelques mois, tout leur parti avait été dissous ou avait présenté leur autodissolution. La loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, promulguée le 23 mai 1949, fut rédigée spécifiquement pour que ce qui s'était passé en 1933 ne puisse pas se répéter. L'article 79, paragraphe 3, le soi-disant article d'éternité, établit que certains principes constitutionnels sont irréformables, la dignité humaine, la structure fédérale de l'État, la participation des Länder à la législation. L'article 21 permet l'interdiction de partis dont les activités portent atteinte à l'ordre démocratique. La Cour constitutionnelle fédérale, basée à Karlsruhe et composée de 16 juges élus par le Bundestag et le Bundesrat, peut déclarer inconstitutionnelle toute loi violant ses principes, même si elle a été adoptée à la majorité parlementaire. La démocratie allemande ne fonctionne pas malgré son histoire. Elle fonctionne en partie grâce à elle. Le pays est le seul au monde à avoir incorporé dans son architecture juridique une mémoire de son propre échec démocratique comme mécanisme de protection active. L'Office fédéral pour la protection de la Constitution, le Verfassungsschutz, surveille et peut enquêter sur les organisations d'extrême droite, d'extrême gauche et djihadistes représentant des menaces pour l'ordre constitutionnel. Depuis 1994, l'exposition publique de symboles nazis, la croix gammée, le salut hitlérien, les runes des SS, est punie jusqu'à 3 ans de prison en vertu de l'article 86 du Code pénal allemand. La dernière paradoxe qu'Hitler aurait dû affronter est la suivante. Le système politique qu'il considérait comme dégénéré, faible et instrumentalisé par ses ennemis, la démocratie libérale, s'est avéré suffisamment robuste pour reconstruire le pays qu'il avait détruit, le transformer en la plus grande économie d'Europe et en l'un des 15 pays au monde au plus haut niveau de bien-être. Et il l'a fait sans fureur, sans race pure, sans espace vital conquis et sans guerre d'agression. Exactement le contraire de tout ce qu'il avait prêché.